Est-ce que la CAF flique davantage les plus pauvres? C'est la question que s'est posée le collectif La Quadrature du Net. En fait, ils ont eu accès à l'algorithme de la caisse d'allocation familiale, et avec cet algorithme, ils se sont intéressés aux critères qui font que tel ou tel usager va être davantage contrôlé. Et surprise, plus vous êtes pauvre, plus vous allez être fliqué. C'est une lecture d'article de la matinale du 29 novembre, l'article il est en libre accès, donc si vous voulez le lire pour aller plus loin, je vous mets le lien en description. Bon visionnage, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activer la cloche, tout ça pour ne pas rater les prochaines vidéos. Des camarades, hommes et femmes, ne baissent pas la tête. Nous devons amplifier ce mouvement. How dare you continue to look away? Vous avez vraiment voyagé dans la malle? Je crois, je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il y a plus d'actualité. C'est trop. La Quadrature du Net, on me l'a envoyé hier cet article, je voulais absolument le lire, et je dis bien absolument. C'est un article sur les pratiques de la CAF qui a été révélé par la Quadrature du Net. Fiche S pour le streamer, alors s'il vous plaît, non, pas de fiche S. Abonnez-vous plutôt. N'hésitez pas à me donner soit des compliments, soit vous pouvez faire des dons sur Patreon. Je vous mets le lien si vous voulez soutenir l'émission. Ou alors, vous pouvez faire les dons sur les abonnements sur Twitch. Voilà, c'est utile, ça m'aide pour continuer l'émission, tout ça. La CAF a répondu. Ah, la CAF a répondu en plus. Très bien, on mettra la réponse après. Merci Jitoto. Oui, abonnez-vous à Mediapart. Notation des allocataires. L'indécence des pratiques de la CAF désormais indéniable. Pourquoi j'utilise un accent suisse? Je ne sais pas, c'est un article du 27 novembre. C'est deux collectifs qui ont enquêté sur l'algorithme. Après plus d'un an de mobilisation contre les pratiques de notation des allocataires de la CAF et aux côtés des collectifs Stop Contrôle et Changer de Cap, et après avoir détaillé le fonctionnement de l'algorithme de la CAF et son cadre politique, nous publions aujourd'hui le code source de... ah oui, ça c'était bien, c'était en 2022. Le code source de cet algorithme de notation. Nous vous invitons aussi à consulter ici notre page de présentation sur l'utilisation d'algorithmes similaires au sein d'autres administrations. Enfin, je zoome un petit peu parce que là vous voyez pas grand chose, je pense. C'est trop zoomé. On va dézoomer, voilà. Comme ça devrait aller. Les détails techniques sont dans un annexe méthodologique, mais bon, comme je ne comprends rien, on va pas aller voir bien sûr. Petit à petit, la lumière se fait sur un système de surveillance de masse particulièrement pernicieux. L'utilisation par la CAF d'un algorithme de notation des allocataires visant à prédire quels allocataires seraient dignes ou indignes de confiance et doivent être contrôlés. On va être contrôlés grâce à un algorithme, bien sûr. Pour rappel, cet algorithme construit à partir de l'analyse de centaines de données que la CAF détient sur chaque allocataire assigne un score de suspicion à chaque allocataire. Ce score mis à jour chaque premier du mois est compris entre 0 et 1. Plus il est proche de 1, plus l'algorithme juge qu'un ou une allocataire est suspecte. Un contrôle est déclenché lorsqu'il se rapproche de sa valeur maximale. Voilà. Vous êtes contrôlé par algorithme. Alors, nos critiques portent tant sur la nature de cette surveillance prédictive aux accents dystopiques que sur le fait que l'algorithme cible délibérément les plus précaires. Évidemment. Faudrait pas cibler les gens qui fraudent la sécu, les médecins, les pharmaciens, les gens qui font de la fraude fiscale. Ça non, mais la CAF, oui. Face à la montée de la contestation, les dirigeants et dirigeantes de la CAF se sont réfugiés derrière l'opacité entourant l'algorithme pour minimiser tant cet état de fait que leur responsabilité dans l'établissement d'une politique de contrôle délibérément discriminatoire. Un directeur de la CAF est allé jusqu'à avancer que l'algorithme est neutre. Bien sûr, c'est un ordinateur, ça ne peut pas être biaisé. Un algorithme, c'est forcément neutre vu que c'est des chiffres. Voilà. Et serait même l'inverse d'une discrimination, puisque nul ne peut expliquer pourquoi un dossier est ciblé. Alors, je suis pas sûr que ce soit un bon axe de défense de dire « Ouais, on peut pas expliquer pourquoi un dossier est ciblé. » Non, je pense pas que ce soit une défense efficace. Voilà. C'est pourquoi nous avons bataillé de longs mois pour que la CAF nous donne accès au code source de l'algorithme, c'est-à-dire la formule utilisée par ses dirigeants et dirigeantes pour noter les allocataires. Nous espérons que sa publication mette un terme à ces contre-vérités afin qu'enfin puisse s'installer un débat autour des dérives politiques ayant amené une institution sociale à recourir à de telles pratiques.
C'est vrai que la CAF c'est censé être de l'aide sociale, mais vraiment de mettre les moyens dans un gros algorithme de flicage, c'était vraiment très très important, je pense. La lecture du code source des 2 modèles utilisés entre 2010 et 2018. Alors la CAF a refusé de nous transmettre la version actuelle de son algorithme. Alors je sais pas sur quelle base le Quadrature a demandé à la CAF de transmettre l'algorithme, d'avoir un droit d'accès aux données ou je sais pas quoi. Confirme tout d'abord l'ampleur du système de surveillance de détection des allocataires suspects mis en place par la CAF. Situation familiale. Merci beaucoup Upleft pour ton don sur Patreon. Situation familiale. Ouais, la CADA, c'est ça, c'est le truc pour l'accès aux données. Situation familiale, professionnelle, financière, lieu de résidence, type et montant des prestations reçues, fréquence des connexions à l'espace web, délai depuis le dernier déplacement à l'accueil, nombre de mails échangés, délai depuis le dernier contrôle, nombre et type de déclaration. La liste de la quarantaine de paramètres pris en compte par l'algorithme disponible ici révèle le degré d'intrusion de la surveillance à l'œuvre. Elle s'attache à la fois aux données déclarées par un ou une allocataire, à celles liées à la gestion de son dossier et celles concernant ses interactions au sens large avec la CAF. Chaque paramètre est enfin analysé selon un historique dont la durée est variable. Visant tant les allocataires que leurs proches, elle porte sur les plus de 32 millions de personnes, dont 13 millions d'enfants, vivant dans un foyer bénéficiant d'une prestation de la CAF. Quant à la question du ciblage des plus précaires, la publication du code source vient donner la preuve définitive du caractère discriminant des critères retenus. Ainsi, parmi les variables augmentant le score de suspicion. Donc vous êtes suspect si. Merci beaucoup, Nadbird. Oh là là, mais beaucoup de monde qui donne. Merci beaucoup. Alors, si vous êtes disposé de revenus faibles, vous êtes suspect. Si vous êtes au chômage, vous êtes suspect. Si vous êtes allocataire du RSA, vous êtes suspect. Si vous habitez dans un quartier défavorisé, vous êtes suspect. Le fait de consacrer une partie importante de ses revenus à son loyer. Vous pouvez pas arrêter de consacrer une partie importante de vos revenus à votre loyer. Hein ? Vous voyez ce que vous leur faites faire ? Le fait de ne pas avoir de travail ou de revenus stables. En fait, ce score de suspicion, c'est ce qui était expliqué dans l'article tout à l'heure, c'est le score qui permet de dire si vous êtes plus ou moins susceptible d'être soumis à un contrôle de la CAF. Et donc, si vous avez tout ça, ou un de ces trucs-là, vous avez votre score de suspicion qui augmente. Et plus ce score est haut, plus vous avez de chances, entre guillemets, de vous faire contrôler par la CAF. Comble du cynisme, l'algorithme vise délibérément les personnes en situation de handicap. Le fait de bénéficier... Oh là là, merci beaucoup. Le fait de bénéficier de l'allocation adulte handicapé tout en travaillant est un des paramètres impactant le plus fortement à la hausse le score d'un ou une allocataire. Merci pour les abonnements offerts, Ilman Armada, qui offre un abonnement à Agwena, Madmax 1004, Céline Dams, à Black Adabra, à Ryolm. Merci beaucoup. Ça me fait un peu penser au score chinois de situation sociale, ouais, dans une version un peu plus édulcorée, mais assez vénère quand même. Offrir des subs fait baisser l'indice, absolument. On peut pas porter plainte. Je pense qu'on peut porter plainte, hein. Bien entendu, ces facteurs sont corrélés et ne peuvent être considérés indépendamment les uns des autres. Il est ainsi probable, forcément, si vous avez un des facteurs, vous avez plus de chances d'en avoir un des autres, c'est logique, hein. Il est ainsi probable qu'une personne au faible revenu ait connu des périodes de chômage ou bénéficie de minima sociaux, etc. Disposant tant des paramètres que de leur pondération, c'est-à-dire quel paramètre influence plus que l'autre, nous avons pu construire différents profils types d'allocataires pour lesquels nous avons calculé les scores de suspicion. Entre les différents profils types, donc en fait ils ont simulé des profils avec l'algorithme pour voir si une personne dans telle ou telle situation aurait plus de chances d'être contrôlée. Entre les différents profils types, nous avons seulement fait varier les paramètres liés à la situation professionnelle, aux revenus, aux prestations reçues, à la situation maritale ou de handicap. Alors, nous tenons à préciser que pour réaliser ces simulations, nous devons faire de nombreuses hypothèses dont il est parfois difficile de savoir si elles sont justes ou non. Ainsi, les scores simulés ci-dessous sont donnés à titre indicatif seulement. Nos résultats sont toutefois cohérents avec les analyses de Vincent Dubois basées sur des statistiques agrégées. Dans un souci de transparence, nous détaillons leur construction et ses limites dans une annexe méthodologique. Bon, ils ont fait du gros taf, hein, la quadrature du net. Hein. Franchement, non seulement ils ont pris l'algorithme, mais en plus petite reconstruction et tout ça. Alors, les profils types correspondent tous à des foyers comprenant 2 enfants à charge et sont censés correspondre à... Alors, premier profil type, une famille aisée aux revenus stables et élevés.
2. Une famille modeste dont les 2 parents gagnent le SMIC, un parent isolé gagnant le SMIC, une famille dont les 2 parents sont bénéficiaires des minima sociaux, et une famille dont un des parents est travailleur en situation de handicap. Pour ce profil, nous simulons le score de la personne bénéficiant de l'AAH trimestrialisé. Donc, vous avez une petite idée de ce qui va se passer. Moi j'ai une petite idée de ce qui va se passer. Les résultats sont éclairants, comme le montre le graphique ci-dessous. Les scores de suspicion des foyers les plus aisés sont bien plus faibles que ceux des foyers bénéficiant de minima sociaux ou de l'AAH trimestrialisé. Donc en gros, ça veut dire, ouais, si vous êtes riche, vous avez aucun risque de vous faire contrôler pour fraude à la CAF. Alors que c'est bien connu, les riches ne fraudent jamais. On observe également le ciblage des familles monoparentales, dont 80% sont des femmes. Nos simulations indiquent que le ciblage se fait indirectement, la CAF ayant peut-être jugé que l'inclusion d'une variable mère célibataire était trop risquée politiquement, en intégrant des variables comme le revenu total du foyer et le nombre de mois en activité cumulés sur un an des responsables du foyer. Forcément, vous cumulez les mois, si vous êtes tout seul, vous cumulez moins de mois que si vous êtes 2. Donc forcément, ça cible indirectement les familles monoparentales. Bon ouais, logiquement, on s'y attendait. Le score de suspicion, couple aisé, il est quasiment inexistant, et le couple au RSA, il est le plus élevé. Donc en fait, ce qui fait que les gens sont suspects, c'est pas, genre je sais pas, qu'ils aient une allocation qui soit en décalage avec leur situation, qui, je sais pas, se connectent jamais sur le site, qu'ils aient beaucoup d'argent, mais qui fassent quand même des demandes de certaines aides qu'ils sont peut-être pas censés avoir. Ce qui fait le score de suspicion, c'est est-ce qu'ils sont pauvres ou pas. C'est littéralement ça. Hein. Pourtant, le mec de la CAF a dit non, mais c'est neutre et tout. Bah c'est pas neutre. Là, littéralement, vous êtes pauvre, vous êtes suspect. Et donc, merci à la Quadrature du Net, encore une fois, d'avoir récupéré ça. Il y a quelques mois, la CAF cherchait à minimiser la stigmatisation des plus précaires engendrée par son algorithme en expliquant que les scores de risque les plus élevés ne concernent pas toujours les personnes les plus pauvres, car le score de risque n'intègre pas comme seule donnée la situation financière. Alors c'est vrai, c'est vrai, mais en même temps c'est pas vrai. Effectivement, ça intègre pas que la situation financière, mais ça intègre tout un tas d'autres paramètres qui sont en fait des paramètres qui désavantagent les personnes les plus pauvres. Nos analyses viennent démontrer à quel point ce raisonnement est fallacieux. Ce que montre ce graphique, c'est justement que les variables socio-économiques ont un poids prépondérant dans le calcul du score, désavantageant structurellement les personnes en situation de précarité. Ainsi, le risque d'être contrôlé suite à un événement considéré comme facteur de risque par l'algorithme, déménagement, séparation, décès, se révèle inexistant pour un allocataire aisé puisque son score est initialement proche de 0. A l'inverse, pour un allocataire du RSA, le score est déjà particulièrement élevé et le moindre de ces événements risque de faire basculer son score au-delà du seuil à partir duquel un contrôle est déclenché. Voilà. Donc par exemple, facteur de risque, ça on peut comprendre, typiquement un décès, le classique de la personne est décédée mais on déclare pas à la CAF le décès pour continuer à toucher les aides. Si vous êtes riche, vous pouvez le faire facilement sans vous faire contrôler. Si vous êtes pauvre, vous allez forcément vous faire contrôler. Donc la leçon à tirer, c'est de frauder que si vous êtes riche, bien sûr. Pire, la plupart des variables non financières sont en fait liées à des situations d'instabilité et d'écart à la norme. Séparation récente, déménagement, changement de loyer multiples, modification répétée de l'activité professionnelle, perte de revenus, erreurs déclaratives, faible nombre de connexions web, dont tout laisse à penser qu'elles sont elles-mêmes liées à des situations de précarité, évidemment. À l'opposé de ce que veut faire croire la CAF, tout indique que cet algorithme fonctionne plutôt comme une double peine. Il cible celles et ceux qui parmi les plus précaires traversent une période particulièrement compliquée. Évidemment, la CAF a refusé de communiquer la version la plus récente. Évidemment, il s'attend de la Quadrature du Net en écrivant l'article que la CAF dise « Ouais, mais ça a changé maintenant ». Dans ce cas-là, si ça a changé, pourquoi avoir refusé de transmettre le nouvel algorithme ? En anticipation, nous tenons à clarifier un point fondamental. Il ne peut exister de modèle de l'algorithme qui ne cible pas les plus défavorisés et plus largement celles et ceux qui s'écartent de la norme définie par ses concepteurs. Comme nous l'expliquions de manière détaillée, si l'algorithme de la CAF a été promu au nom de la lutte contre la fraude, il a en réalité été conçu pour détecter les indus, c'est-à-dire les trop perçus. Ce choix a été fait pour des questions de rentabilité. C'est toujours plus simple de s'en prendre aux pauvres. Les indus sont plus nombreux et plus faciles à détecter que les cas de fraude dont la caractérisation nécessite en théorie de prouver une intention. Tout simplement. Donc les trop perçus, vous savez, c'est quand vous recevez des messages, soit de la CAF, soit de Pôle emploi, qui vous donnent l'impression que c'est de votre faute alors que c'est eux qui ont fait une erreur. Les indus ont pour cause principale des erreurs déclaratives involontaires dont toutes les études montrent qu'elles se concentrent principalement sur les personnes aux minima sociaux et de manière plus générale sur les allocataires en difficulté. Voilà.
Bon, je termine pas, mais on a déjà vu l'essentiel. Simplement, on m'a envoyé la réponse de la CAF. La CAF et les algorithmes, ils ont dit vrai-faux. Ils ont fait un petit vrai-faux, voilà. Un débat serein et documenté. Et ils disent... Alors, on va... Excusez-moi, il est déjà 8h50, mais je déborde un petit peu parce que c'est important, je pense. Bon, la CAF... Comment ça marche, Twitter? Ah, c'est bon. Non, les CAF n'utilisent pas d'algorithme pour surveiller les allocataires. Bah, en vrai, là, il parle pas de l'article de la quadrature du net. Il dit la dernière phase de l'article. Là, il parle de la dernière phase de l'article. L'assurance maladie, oui, d'accord, ils vont faire ça avec les autres algorithmes des autres instances publiques. Les détecter rapidement, c'est garantir des droits justes. Voilà, bon bref, ils disent que c'est pour la justice. La CAF ne discrimine pas, les CAF versent plus d'aide et plus d'aide complexe aux plus pauvres. Les bénéficiaires sont donc surreprésentés parmi les risques d'erreur. Alors c'est pas ce que dit l'article de la quadrature du net, hein. C'est que les pauvres sont plus contrôlés parce qu'ils sont pauvres et pas parce qu'ils touchent plus d'aide. Non, l'algorithme ne sert pas seulement à lutter contre la fraude, il permet surtout d'identifier les erreurs, mais aussi en faveur des allocataires. 31% des régularisations sont en faveur de l'allocataire qui reçoit un complément financier. Non, ce n'est pas opaque, il est conforme au droit, même s'ils veulent pas le partager, évidemment. Non, la CAF n'a pas honte du débat, on échange avec des collectifs d'usagers, voilà. Bon, ça va alors. Bon, en gros, ils disent c'est pas vrai, voilà. Bon, mais le fait est, les faits sont là, les faits sont devant nos yeux, chers amis. La CAF surveille ses allocataires et l'algorithme. L'algorithme a un score de suspicion, et ce score de suspicion est plus élevé pour les plus pauvres. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch Postpolitique. Et puis vous pouvez aussi, pour me soutenir, faire un don sur mon Patreon, ça m'aide énormément. Merci, et donc on se dit à une prochaine vidéo. Salut tout le monde.